Philippe Le Guillou, bonjour et bienvenue à la librairie Dialogue. Alors vous venez aujourd'hui nous présenter Les années insulaires, un roman qui vient de paraître aux éditions Gallimard, dans lequel vous revenez sur les années Pompidou et vous mettez en scène les métamorphoses artistiques et urbaines de ces années. Vous nous offrez également un très beau portrait de Georges Pompidou à travers un dialogue imaginaire du président avec un peintre, Kéros, qui est le narrateur de ce roman. Alors, avant tout, pourquoi avoir choisi de confier votre plume à un peintre et dans quelle mesure ce personnage peut-il, peut-être mieux que tout autre, saisir et retranscrire l'atmosphère d'une époque ? Je suis toujours fasciné par les personnages de peintres. J'ai écrit un roman qui s'appelle Les 7 noms du peintre. Dans Le bateau brume, le roman des jumeaux, on trouve aussi un peintre, un des jumeaux d'ailleurs est peintre. Donc j'ai cette fascination pour la peinture. Et je trouvais qu'un personnage de peintre était tout désigné pour parler des années Pompidou. On sait bien que les années Pompidou, c'est le moment de la transformation de Paris, d'une sorte de révolution à la fois économique, urbaine, esthétique. Et en même temps, le président Pompidou, que ses détracteurs dans mon roman appellent le prince des modernes, parce qu'il brutalise Paris. La lame de la modernité est en train de tout faucher, de pulvériser les pavillons de Baltard, de transformer Paris. Le président Pompidou est profondément un amateur d'art. Il a acheté très jeune les tableaux, les toits de Paris de Nicolas de Staël. Il a une véritable collection de tableaux, une petite galerie personnelle dans son appartement privé de l'île Saint-Louis, quai de Béthune. Donc en même temps, un peintre était tout désigné. J'imagine, ce qui est tout à fait plausible d'ailleurs, totalement imaginaire mais tout à fait plausible, que ce peintre, Kéros, rencontre finalement les Pompidou, Georges et Claude, chez les Bolloré, à Begmeil, au début des années 50. Et c'est de là que naît, je ne dirais pas leur amitié, parce que le terme est peut-être un peu excessif, mais leur fréquentation, leur connaissance. Alors vous l'avez évoqué, les années Pompidou, ce sont les années de la transformation de Paris, qui est une défiguration pour certains, pour les détracteurs du prince des modernes. Et parmi ces détracteurs, il y a les insulaires, une association. Alors qui sont-ils les insulaires et comment Les insulaires, d'abord, c'est le titre d'une nouvelle de Jacques Perret qu'on trouve dans un beau recueil qui s'appelle La Bête Maousse, qui est publié dans les années 50. Et de Perret, Jacques Perret, dans ce texte, dans cette nouvelle, met en scène des nostalgiques. On est dans les années 50, c'est-à-dire quand même 20 ans avant ce que j'évoque là. Et ces personnages s'enferment dans un îlot, dans un immeuble, alors qu'on est en train de tout démolir autour d'eux. Et ils se claquent-mûrent en quelque sorte chez eux pour résister. Et donc j'imagine qu'autour d'un certain nombre de personnages, dont Kéros, un certain Rémi Viargue, qui est un professeur de Cagnes retraité, vont se regrouper des nostalgiques, des amoureux du vieux Paris, de ce qu'on appelait le ventre de Paris, ce que Zola appelait le ventre de Paris qui a été en quelque sorte éviscéré, puisque les pavillons ont été pulvérisés, les halles sont parties déjà depuis février 69 à Rungis. Et ces nostalgiques, en quelque sorte, rêvent de protéger des îlots dans Paris, de garder, de conserver, alors qu'on sait très bien qu'une première voie express a été creusée, qu'une seconde va l'être sans doute, et que le projet, le dessein de Pompidou est de faire pousser des tours partout, jamais trop hautes, jamais assez nombreuses, puisqu'il parle d'un centre miniato moderne et qu'il rêve finalement d'un grand centre de la finance qui sera la Défense, mais qu'il rêve aussi de la tour Montparnasse, de la gare Montparnasse. Bref, les projets urbains sont multiples, et donc ces insulaires, qui sont un peu aussi inspirés par exemple d'un condisciple de Pompidou, Rudulme, qui s'appelait Louis Chevalier, et qui est l'auteur d'un très beau livre qui s'appelle L'assassinat de Paris, que j'ai un peu cité et que j'ai évoqué aussi dans ce livre. Ces insulaires finalement se battent pour préserver Paris, pour garder Paris, évidemment, face à cette poussée, cette arrogance d'une certaine manière d'un Pompidou moderne qui dit finalement, si on vous écoutait encore, les Parisiens seraient dans des huttes, Paris serait finalement un réseau de coupe-gorge insalubre, un labyrinthe de rues moisies et obscures, et il y a le désir chez Pompidou évidemment de tout changer et de tout transformer. Alors Kéros, le peintre, c'est un insulaire, il voit avec une grande tristesse la destruction des halles de Paris, et en même temps, ça n'est pas le plus convaincu, ou en tout cas le plus investi d'entre eux, d'autant plus qu'il connaît le président Georges Pompidou. Oui, c'est un insulaire, parce qu'il a même d'ailleurs il abrite administrativement, si j'ose dire, l'association des insulaires, qui est une association façon loi 1901, mais en même temps, c'est un peu un agent double.
parce que la nuit venue, enfin le soir venu, au crépuscule, entre chien et loup, il va à l'Élysée, il fait poser le président Pompidou, il a été heurté par le portrait officiel du photographe Pagès, et il a écrit à Pompidou pour lui dire qu'il trouvait que ce portrait officiel ressemblait à un chromo brejnevien. De la même manière, Pompidou le visite dans son atelier du quai des Célestins, donc en même temps c'est une sorte d'agent double. Et parfois d'ailleurs, Queyros s'enhardit et va dire à Pompidou que finalement ses projets sont un peu fous, qu'il porte atteinte à la vérité, à la beauté, à l'histoire de Paris. Et Pompidou, si vous me pardonnez cette expression un peu triviale, le renvoie dans ses buts. Pompidou est un peu à ce moment-là bougon, c'est un vieux prof autoritaire qui lui fait comprendre que finalement il est en train de se mêler de choses qui ne le regardent pas et qu'il ferait mieux de peindre, parce que sa vérité c'est la peinture. Alors, à travers les portraits que Queyros va faire de Pompidou, à travers les dialogues qu'ils vont avoir tous les deux, on redécouvre le personnage de Georges Pompidou, qui était un président, somme toute, assez discret, qui est plus connu en tant que Premier ministre qu'en tant que président. Voilà, bien sûr, parce qu'il est Premier ministre plus longtemps qu'il n'est président. Il est Premier ministre 6 ans, de 62 à 68, et il a à peine 5 ans président de la République. Alors, comment est-ce qu'il est devenu un personnage romanesque pour vous ? C'est un personnage romanesque parce qu'il a une vie romanesque. En même temps, il vient du cœur hercynien de la France. C'est un fils de prof, mais en même temps, l'ascendance était paysanne à l'origine. Ensuite, c'est un véritable intellectuel, brillant, la rue d'Ulm, l'agrégation des lettres, un peu professeur à Marseille, professeur au lycée Henri IV, et très vite, finalement, l'enseignement ne l'intéresse pas. Il veut mieux, et que veut-il, que guigne-t-il ? Eh bien, l'entourage du général de Gaulle, qu'il va gagner grâce à l'intercession de son camarade de la rue d'Ulm, René Brouillet. C'est le fameux mythe, vous savez, de l'agrégé sachant écrire. Bon, c'est Pompidou qui a forcé le destin. Le général ne cherchait pas particulièrement un agrégé sachant écrire. On a après enrobé tout cela dans cette légende. C'est un amateur d'art, c'est en même temps quelqu'un qui est très français, c'est un français un peu moyen par certains côtés, qui aime les bons plats, les plats canailles, une certaine cuisine française, roborative, la charcuterie, les bons vins, les cigares, la bonne chère. Et en même temps, c'est quelqu'un qui aime profondément l'art contemporain, qui aime profondément la littérature. N'oublions pas par exemple quand même que c'est le seul, un des rares quand même président de la République qui, alors qu'on lui demande son avis sur un fait divers, en l'occurrence le tragique suicide d'un professeur à Marseille, Gabriel Russier, qui avait été amoureuse d'un de ses élèves, il va répondre très pudiquement en citant quelques vers des Loirs. C'est l'auteur d'ailleurs, Georges Pompidou, d'une très célèbre anthologie de la poésie française. Donc on est face quand même aussi à un intellectuel, on est face aussi à un banquier, quelqu'un qui aime l'argent, quelqu'un qui aime aussi un peu la jet-set. Il a beaucoup aimé Saint-Tropez, il aime beaucoup les soirées chez les Lazareff à Louvciennes. Donc c'est un personnage extrêmement complexe. Et c'est ça qui rend justement le prisme de cette personnalité, les différentes facettes de cette personnalité, qui composent un personnage que je trouve extrêmement attachant, extrêmement romanesque. Peut-être le plus romanesque d'ailleurs de nos présidents. Avec De Gaulle, on est dans le mythe. Avec Pompidou, on est dans quelque chose de plus horizontal, mais de plus romanesque. Alors, les années Pompidou, aujourd'hui, elles sont considérées comme un âge d'or, une période certes courte, mais où de grandes transformations, de grandes constructions ont été effectuées. Dans quelle mesure est-ce que votre plongée dans cette période, par le biais de la littérature, a été teintée peut-être d'une certaine nostalgie ? Je ne crois pas que ce soit tellement ma nostalgie. Je pense que si vous voulez, l'évocation que je fais à l'exploration de cette période rejoint peut-être la nostalgie d'un certain nombre de mes lecteurs. D'abord des gens qui sont des gens plus âgés aujourd'hui et qui ont connu cette période et qui regardent cette période parce que, comme vous le disiez très justement, c'est un peu la queue de comète des 30 Glorieuses. 1973, c'est la guerre du Kippour. Ça va être vite après le choc pétrolier, la crise, les années Giscard, et finalement le pays et l'Europe ne vont cesser de s'enfoncer dans la crise. Donc on peut regarder ces années comme une sorte effectivement d'âge d'or, d'insularité économiquement heureuse, de période faste, de période de vie facile, d'espoir. Du reste, d'ailleurs, Pompidou, lorsqu'on interrogeait sur un jour un journaliste qui lui avait demandé qu'est-ce que vous aimeriez laisser dans les livres d'histoire, il avait dit mais rien. J'aimerais qu'on dise que sous mon septennat ou sous mon mandat, les Français ont été heureux. Donc il s'intéressait plus, si vous voulez. Et d'ailleurs, c'est une chose que moi j'avais rencontré au début des années, à la fin des années 90. Madame Pompidou, elle m'avait dit le général de Gaulle aimait la France, mon mari aimait les Français. Et donc c'est ça aussi, si vous voulez, ce plein pied, cette relation avec les Français qu'il aimait profondément et qu'il avait aussi le désir de servir en s'effaçant lui-même. Ce qu'il fait d'ailleurs, parce que finalement il va aussi, alors qu'il est très gravement malade, de maladie assez proche, une maladie du sang assez proche d'une leucémie, il va s'effacer totalement en ne disant rien et en mourant extrêmement dignement.